Notre invité de la semaine s'apprête à la surprise générale, ou du moins celle de plusieurs internautes, à migrer de TikTok à TokTok en faisant le saut en politique provinciale avec le Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il deviendra avant Olivier Primo le tout premier politicien influenceur? En attendant de le découvrir, c'est un plaisir de recevoir Farnell Morissette. Salut Farnell. Salut. Gros move. Ah oui, gros move, mais je pense que pour les gens qui me suivent depuis assez longtemps, pas tant surprenant que ça. Non? Tu sais, depuis le tout début, mes premières capsules étaient animées par vouloir essayer de vivre ma vie citoyenne de façon active. Ouais. C'est une continuation de ça, je trouve. OK, on a appris la semaine dernière, pour ceux qui ne savent pas, que tu représenterais les libéraux dans Tachereau. Je représenterai les électeurs de Tachereau avec le Parti libéral. Nuance. Non, mais la nuance est importante, je trouve. T'es déjà bon, ouais. T'es déjà bon. Donc, les électeurs dans le comté de Tachereau, un comté de Québec, une ville où tu habites, comment ça se passe depuis ton annonce? C'est quoi ta vie? C'est tout nouveau encore, mais je dirais que la semaine dernière était une grosse semaine. Il y a eu beaucoup plus d'attention médiatique que je pensais, mais c'est toujours flatteur. Je pense que, comme beaucoup de gens, moi aussi, j'étais pas certain de savoir, OK, ça fait quoi être passé d'être connu pour les médias sociaux à franchir le cap, justement. T'sais, là, je serai plus dans les gradins, là, je vais être dans l'arène. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que c'est ça un peu le futur? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ce que je fais présentement? Il y a plein de questions, puis je veux dire, j'explore ça en même temps que tout le monde. Là. Exact. On va revenir, on va décortiquer ça ensemble. Transparence oblige, tu fais partie de l'agence Valide qui appartient à Urbania, mais tu n'as pas le droit de... Je t'ai pas envoyé les questions de l'entrevue. Je vois même pas ton écran. Là. Non, on fait pas de montage non plus. C'est moi qui choisis aussi les invités en fonction de l'actualité. Et là, t'es de l'actualité. C'est brûlant. Être de l'actualité, mais oui. Oui, OK. Fait que je reviens à l'entrevue. Écoute, Farnell, tu as fait ton coming out dans un post dans lequel nul autre que le chef, Charles Milliard, s'est dit fier de représenter son ami. T'es arrivé dans l'écran, on t'a vu, on l'a su comme ça. Moi, j'avoue que je l'avais pas vu venir, que tu te présenterais, puis après ça, je suis ton contenu depuis longtemps. Je sais que tu verses quand même dans la vulgarisation politique et tout ça, mais c'est ça. Ça a été un bon stunt. Ça fait combien de temps que c'est prévu j'imagine tout le temps une campagne de séduction avec un parti et tout ça? Ça fait-tu longtemps que t'es là-dedans? C'est une question qui est un peu tough à répondre parce que c'est pas comme s'il y avait une espèce de cérémonie d'ouverture à avoir des discussions avec un parti politique. Là. Ouais. Dans mon cas, je veux dire, Charles Milliard, ça doit faire à peu près 6 mois qu'on se connaît. OK. On s'est côtoyé par le fait que, par mon travail sur les médias sociaux, j'ai été invité à des conférences, des colloques, des congrès de tous les partis, puis j'y allais, on se rencontrait, je ne pourrais pas dire exactement où. Ouais. On continue à se parler, à se texter, puis c'est vraiment à peu près, je dirais, 1 mois avant l'annonce que là, on a vraiment commencé à parler de ce serait quoi une candidature. Puis, je veux dire, il y a eu des bonnes discussions, des discussions franches. Ouais. C'est pas la première fois que j'ai des discussions théoriques du genre avec des groupes politiques différents. Puis, une des choses qui m'a vraiment mis en confiance, c'est qu'au lieu de me promettre mer et monde en disant « Viens, on a vraiment besoin de ton clout », c'était vraiment des vraies discussions. Là. Ouais. Alors ça m'a mis pas mal en confiance. Puis, je pense que la décision s'est prise 1 semaine et demie à peu près avant l'annonce, juste le temps de la planifier tout ça. C'est assez récent. Là, c'est relativement récent. Ouais. Encore une fois, je ne vais pas me cacher. Là. Il y a eu d'autres discussions avec d'autres groupes politiques dans le passé. C'est juste ça. Moi, j'étais jamais en confiance. Okay. C'est quelque chose qu'il faut vraiment être sûr. C'est une grosse décision faire ça. Là. Ça affecte ma famille. Pour le reste de ma vie, je suis très conscient. L'une des premières choses que les gens vont dire, ça va être Farnell Morissette. Que si je suis élu, ça va être député. Si je suis pas élu, ça va être ancien candidat. Puis je suis conscient de ça. Mais je veux dire, si t'es pas prêt à te lancer dans l'arène, puis t'es juste là en train de dire quelqu'un devrait faire quelque chose, à un moment donné, faut que tu réalises que t'es quelqu'un puis tu peux faire quelque chose. C'est un pari quand même, comme tu dis, assez gros. Parce qu'après ça, de revenir dans ton contenu de vulgarisation, ça va être tough. Encore une fois, je souhaite être élu. Là. Moi, je fais ça pour gagner puis je fais ça pour représenter les citoyens du centre-ville de Québec à l'Assemblée nationale. Je fais pas ça comme stunt pour faire parler de moi. Là. On parlait déjà assez de moi avant. Alors, c'est sûr que si je suis élu, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour mon contenu après? On va voir qu'est-ce qui est possible, on va voir qu'est-ce que le public est prêt à suivre aussi. Oui. Tout comme je suis en train de le voir maintenant. Puis j'expérimente en même temps que tout le monde. Je pense qu'il faut saluer les gens qui se lancent en politique active parce que je le sais que pour bien des gens, c'est beaucoup plus payant de rester dans ta vie tous les jours. C'est pas mal plus payant être un commentateur que ce l'est d'être dans le monde. Mais comme je disais, tu sais,
si t'es pas prêt à te salir les mains un peu, puis à te dire, OK, on va faire le travail difficile, le travail du monde, des fois faire des compromis qui font pas l'affaire de tout le monde, mais pour essayer d'avancer au moins ce qu'on peut faire, tu vas juste être dans les gradins en train de gueuler après l'arbitre puis les joueurs, là. Tu te le donnes pas facile. Disons que tu n'es pas dans un comté acquis. Habituellement, les candidatures vedettes, les candidatures connues, on les parachute dans des comtés assez sûrs, dans des châteaux forts. Tu es loin du château fort. Dans Taschereau, c'est un comté solidaire depuis 2018. Si je regarde les projections, puis là, je sais que les sondages, ça veut pas dire nécessairement grand-chose, mais sur le site QC 125, ça place les libéraux loin derrière présentement le PQ-QS. Ça fait partie de ton baptême politique de ne pas l'avoir facile. Comment tu le vois? Ça fait partie de mes convictions. Encore une fois, il y a eu des discussions à savoir quel comté, tout ça, mais j'habite dans Taschereau. Ma vie est dans Taschereau. J'ai fait mon primaire, mon secondaire, là. Je dis Taschereau, centre-ville de Québec, là. Ouais. C'est là où mon neveu va à l'école. Pour moi, c'est super important. C'est une question de conviction. Il faut se présenter là où on vit, là où on fait partie de la communauté. Parce que si tu n'es pas capable d'aller voir ta propre communauté pour demander leur appui, il y a d'autres politiciens qui le font pour d'autres raisons, puis je suis pas ici pour remettre en question leurs valeurs, leur façon de faire les choses, mais mes valeurs à moi, c'est faut que tu représentes ta communauté en premier. Ben c'est bon parce que souvent, il y a un cynisme par rapport aux politiciens, puis des fois, les politiciens sont parachutés dans des endroits, et au moins, tu déjà, là, le fait que tu habites ton comté, qui n'est pas un comté non plus, tu dis, c'est un comté vraiment... C'est intéressant parce que c'est aussi un beau comté dans le sens où tu as l'ensemble de la société québécoise qui est un peu représenté dans ce comté-là, à Québec au moins. C'est un comté que tu as la rue des Braves. Pour ceux qui ne connaissent pas Québec, c'est probablement la rue où les maisons valent le plus cher à l'extérieur de Montréal, mettons. Mais tu as aussi quartier Saint-Roch, qui est là où la crise de l'itinérance frappe vraiment, vraiment fort. Alors, l'ensemble des solutions qui vont toucher toute la société québécoise, tous les enjeux de la société québécoise sont reflétés dans Taschereau. Alors, les solutions qui vont toucher tout le monde vont être importantes pour Taschereau. Depuis une semaine que tu te promènes dans ton coin. Ça fait plus qu'une semaine que je me promène. Depuis que tu as fait ton annonce, les gens, comment on t'aborde dans Taschereau depuis? C'est drôle. La première... J'ai-tu le droit de sacrer ici? Absolument. Okay. Le lendemain matin de mon annonce, quand j'allais faire une de mes premières entrevues, je sors dehors, je marche un peu, puis il devait être 6h30 du matin, genre. Puis j'entends juste quelqu'un qui dit « Farnell, mon... » Oui. Je vais le laisser aller. Tu vas me faire voter libéral, moi qui veux tellement pas. Puis là, on a parlé un petit peu. Alors, c'est sûr que c'est un exemple. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein d'opinions différentes. C'est vraiment tough. Tu peux pas juste aller dire « Ah, il y a 8 personnes qui m'ont salué aujourd'hui, donc ça va bien. » là. Mais la réponse pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui sont ouverts, mais qu'ils ont encore... J'ai du travail à faire à élaborer un peu pourquoi moi, puis qu'est-ce que je vais proposer pour le monde. On a reçu Charles Milliard ici il y a une couple de semaines, mois, tu sais, un monsieur très brillant. Qu'est-ce qui t'a charmé? Qu'est-ce que tu t'aimes chez Charles Milliard? Comme je disais, c'est le résultat de bonnes discussions avec Charles qui finalement, j'ai décidé que oui, OK, je vais le faire. Puis je me cache pas, là, je suis un progressiste. Puis le Parti libéral du Québec est, disons, un grand chapiteau. Mais je sens qu'il y a de la place pour justement avoir beaucoup de points de vue différents qui sont prêts à travailler ensemble. Puis je veux dire, moi, je vivais à New York pendant la première administration Trump. Moi, j'ai vu de premier regard qu'est-ce qui arrive quand une société est devenue tellement polarisée que les politiciens, non seulement se parlent plus entre eux, ils n'ont plus la permission de se parler entre eux parce que leur groupe, leur parti politique, c'est vu comme une hérésie même, avoir des discussions avec des gens qui n'ont peut-être pas le même point de vue. Puis c'est super dangereux pour le bien-être d'une société. Ça, c'est le genre de choses qui mènent justement à la concentration du pouvoir entre quelques mains. Puis là, des swings idéologiques folles d'un bord à l'autre, des changements de 180 degrés de la société en fonction de qui remporte la prochaine élection. Je pense qu'il faut essayer d'éviter ça. Alors, je sens encore, puis je veux dire, depuis mes interactions avec les instances du parti, ça a été super positif. Il y a une grande ouverture à justement avoir mon point de vue à l'intérieur du parti, sans nécessairement dire on te donne carte blanche puis tout ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir, mais au moins il y a de l'écoute. On te sent pas instrumentalisé, on va chercher quelqu'un qui a du clout, qui a du reach. Pas du tout. Est-ce que, j'imagine on choisit l'être humain là-dedans. Je t'ai entendu en entrevue le dire souvent que c'est on vote pour des personnes. Charles Milliard, oui, est-ce que
est-ce que tu aurais été enclin à accepter sous Pablo Rodriguez, mettons, l'invitation? Non. La situation qui a eu lieu, l'affaire des Brownies, Ouais. ça a été, pour moi, je veux dire, je me sentais pas confortable avec ça. Alors, quand j'ai accepté, une des choses que j'ai demandé à Charles, puis il a dit oui, pas de problème, c'est de voir tous ces documents de sa course à la chefferie à lui, ces documents financiers. Je suis pas un expert en enquête fiscale ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai fait mon due diligence, puis ça m'a mis, entre autres, ça en confiance que toutes les affaires, les incertitudes, il y a encore enquête, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ça implique pas l'équipe actuelle. Puis je me serais pas senti confortable. Et Charles Millard a une bonne tête là-dedans. Oui, puis, aussi. Écoute, maintenant que tu parles des Brownies, je vais sauter mes questions un peu. Il y a des abonnés sur Reddit, mais aussi, même sur ton compte à toi, post-annonce, c'est assez critique. C'est des gens qui te suivent et qui critiquent ton manque d'impartialité. Ils disent que ton jupon est passé en faveur du PLQ, notamment ton silence. On te reproche entourant tes récentes controverses qui ont éclaboussé le parti. Toi, tu réponds quoi à ça? Parce que je vais être honnête, tu as été transparent avec tes accointances avec le PLQ. Dans un autre post sur l'enquête sur l'UPAC, tu as dit que tu avais ta carte du parti, que tu avais fait des dons. Je suis ami avec Marois Risky, je le suis encore, même si je comprends qu'il y a des choses là-dedans qui sont passées que je sais pas c'est quoi. Là, oui. Ben, on t'a reproché, là, peut-être que là, ça s'emballe, mais on t'a reproché, OK, t'es resté tranquille là-dessus parce que j'imagine que ton jupon dépassait, tout ça. Toi, tu réponds quoi à tout ça? Il y a eu une vidéo que j'ai fait en particulier qui était malhabile, qui était maladroit. Je l'avoue pleinement. C'était la journée où ça venait d'éclater. Cette journée-là, je veux dire, j'étais à Montréal, j'avais des meetings back-to-back de 8h à 10h le soir, puis pendant ce temps-là, plein de gens me textaient, m'envoyaient des messages privés parce qu'ils savaient justement, parce que j'ai toujours été ouvert, que je suis proche de ça, ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe, explique-le nous. Puis j'ai dit, hey, je sortais du métro, j'attendais, j'avais un 5 minutes, j'ai fait la vidéo, je disais, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas exactement c'est quoi. Ouais. Quelques jours plus tard, le 10 décembre, j'en ai fait un expliquant ce qui s'est passé. Tout le monde peut aller le voir s'ils veulent, mais je comprends que c'est la réalité des algorithmes, que c'est plus brûlant d'actualité, moins de gens l'ont vu. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que j'ai jamais fait de capsule là-dessus. Tu as juste fait celle où tu dis on est trop dans le juste évolutif. On sait pas encore ce qui se passe. Ouais. Puis je veux dire, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont reproché je suis toujours super vite sur la nouvelle quand il y a autre chose, mais ça c'est juste quand vous le voyez. Il y a bien des fois où il y a quelque chose qui se passe puis je fais pas de capsule là-dessus parce que j'ai pas le temps non plus. T'sais. Si on voulait vraiment faire une espèce d'attaque partisane là-dessus, je veux dire, quelques jours avant que ça éclate, Pierre-Carl Pellado a perdu son appel parce que lui a été trouvé coupable de violer la loi électorale. Il a fait 187 000 $ de dons illégaux à sa propre campagne, ce qui fait qu'il est bloqué de toutes sortes de contrats publics, puis il avait porté ça en appel, puis il l'a perdu, puis je veux dire, cette journée-là, j'en ai pas parlé non plus. On voit pas quand je parle pas de quelque chose, c'est normal, ce qui fait que ça donne l'impression que je parle vite sur tout, mais la réalité, c'est que l'énorme majorité des choses, moi, je suis tout seul, là, j'ai pas d'équipe de rédaction, j'ai pas d'équipe de recherchistes, alors ça arrive bien souvent que je ne parle pas de quelque chose, c'est pas nécessairement parce que je veux plaire à mes amis, là. Là, tu le vois, j'imagine que les gens vont retourner, vont revenir dans tes contenus pour essayer de trouver les failles que tu as pu avoir. Ben, j'espère qu'en faisant ça, ils vont aussi voir toutes les fois où j'ai dit clairement que j'étais pas neutre, je suis pas impartial, que j'ai des liens avec le Parti libéral, tant du Canada que du Québec, que c'est pas caché. Hein. Est-ce que tu étais quand même capable, selon toi, de faire preuve de neutralité dans ton contenu, quand tu parlais d'autres partis? J'aspirais jamais à la neutralité. Pour moi, la neutralité, je pense pas que l'humain a réellement accès à la neutralité. Je fais toujours une nuance. Neutralité, ça veut dire pas avoir de parti pris au résultat. Si tu vis dans une société, tu peux pas être neutre par rapport à ce qui se passe dans ces sociétés-là, à moins d'une situation exceptionnelle. Je fais pas... Alors ça, je pense pas que c'est possible. L'impartialité, ça, je pense que c'est possible. Je pense que la plupart des bons journalistes, par exemple, sont capables d'en faire preuve. Les juges sont capables d'en faire preuve. Moi, j'aspire pas à ça non plus. Puis ça, je l'ai dit souvent. Je visais pas ça, je vise toujours pas ça. Moi, mon objectif, c'est de participer aux discussions. Puis ça, nécessairement, ça veut dire que je viens avec mon analyse, mon point de vue, mes expériences, ma compréhension des choses. J'essaie pas de faire abstraction de ça. C'est un point de vue personnel, dans le fond, sur une réalité. C'est pas une job journaliste d'impartialité. Mais en même temps, là-dessus, la neutralité journalistique, moi aussi, je suis assez sceptique par rapport à ton choix d'article. L'impartialité journalistique, j'y crois. La neutralité journalistique, j'ai de la misère. J'ai lu quelque part que tu avais été chef de campagne du ministre libéral fédéral Joël Lightbound. Il n'était pas ministre à l'époque. J'ai été directeur de campagne pour lui en 2015 puis 2019. Tu as étudié avec au cégep? Oui, on s'est rencontrés au cégep. À vrai dire, on s'est rencontrés quand il m'a battu dans une élection.
Alors, ça a commencé là. Mais oui, on est des amis de très longue date. Je veux dire, je suis le parrain de sa plus jeune. Je le salue. Il nous écoute certainement. Sûrement, oui. C'est un gros fan. Tu le disais tantôt, je trouve que ça s'est fait vite, ta décision de faire le saut en politique, alors que tu l'as évoqué tantôt, c'est un gros pari. Je veux dire, ça va être difficile après ça de revenir et de proposer une couverture qu'on dise... Ben, tu présumes encore que je vais perdre, là. Je veux dire, moi, mon intention, c'est de gagner. Oui. Ben ça, je pense que c'est n'importe quel parti s'en va là pour gagner, et je te souhaite la meilleure des chances. Mais mettons que ça marche pas, ben ça va être difficile de revenir. T'as pensé à tout ça, j'imagine, de refaire un peu le même genre de contenu. Fait... Ben, moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. À la limite, c'est peut-être quasiment mieux de même si c'est largement très bien connu que je suis quelqu'un qui a des perspectives, des points de vue. Puis je dis ça, je suis pas un cheerleader du Parti libéral de longue date. Là. Je me joins pas au Parti libéral du passé. J'aurais pas été confortable à le faire. Je me joins à un groupe politique parce que la politique, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas faire ça tout seul. Et puis, je le fais avec un groupe politique où je suis assez bien aligné aux valeurs les plus fondamentales qui sont les plus proches à moi, en sachant qu'il y a d'autres choses avec lesquelles je ne serai pas d'accord. Puis je vais travailler avec les gens à l'intérieur pour essayer de faire avancer ce que je peux. Puis en même temps, on a déjà vu ça, des gens qui se lancent en politique, ça marche, sont élus, ou sinon ils perdent, puis après ça, ils reviennent dans l'arène un peu plus médiatique. Je veux dire, les gens pensent que Bernard Drinville va revenir dans les médias à un moment donné et tout ça. Fait que ça s'est vu. Oui, puis c'est correct être partisan. On a une société, notre démocratie fonctionne avec une culture où il faut que tu sois membre d'un groupe, mais ça veut pas dire que tu perds ton esprit critique, ça veut pas dire que soudainement tout le monde autour de toi est ton ennemi non plus. Là. Est-ce qu'une ligne de parti, tu trouves que ça c'est quelque chose qui est un peu désuet? Je te mets dans la catégorie des jeunes politiciens, des jeunes personnes qui se lancent en politique. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra repenser un peu une ligne de parti? Ben moi, j'aime pas la ligne de parti. J'ai fait beaucoup de capsules là-dessus, j'en ai souvent parlé. La ligne de parti, je pense qu'elle occupe trop d'espace. Mais la solution, c'est pas une solution qui va venir uniquement de la classe politique, ça va beaucoup venir des électeurs. La ligne de parti existe en grande partie parce que même s'il y a... l'électorat, c'est pas un monolithe, là, c'est normal que des gens différents aient des points de vue différents là-dessus, mais d'un côté, on veut toujours des politiciens qui sont prêts à faire preuve d'un peu plus d'indépendance, mais de l'autre côté, quand on va voter, l'énorme majorité d'entre nous, on vote pour un parti, puis pour un programme, puis pour un chef, puis pas pour le député local. Alors, il y a une contradiction, là. Mais la ligne de parti, elle a une utilité. Quand tu veux faire avancer des projets, des fois, c'est important de se coordonner en gang. Et puis, en échange d'avoir un appui à un projet de loi qui est super important ou une direction qui est super importante pour quelqu'un, dire, écoute, ça va être toi aujourd'hui, ça va être moi demain. Ce genre de ligne de parti-là, moi, je suis relativement confortable avec ça. Ça fait partie des négociations normales, des compromis normaux d'une société. Là où j'ai de la misère, c'est des lignes de parti qui sont imposées par un marteau du top. Là. Je veux dire, je pense, par exemple, une qui m'a fait rager, c'était l'adoption sous bâillon du projet de loi 2 sur les médecins. Un projet de loi qui a été déposé le matin même, qui faisait 160 quelques pages, que personne n'a lu, qui changeait radicalement une partie super importante du système de santé, pendant que justement il y a des énormes problèmes du système de santé. Qui a mis le feu dans leur propre parti avec des départs. Oui, exactement. Puis là, t'as un chef puis un whip qui disent vous devez absolument voter de cette façon-là, sans même que les députés aient la chance de le lire. Ça, je suis pas. Ça, c'est un non pour moi. T'es critique sur la ligne de parti, mais t'as aussi une personnalité forte, t'as un franc-parler. Est-ce que pour un chef que tu connais peu, lui, il a les genoux un petit peu mous des fois de se dire OK, là, en plus, il y a la malédiction de Tachereau où c'est les députés les plus loose cannon dans d'autres partis avant. Est-ce que ça, il y a un pep talk il y a quand même un peu de il faut rentrer dans le rang un peu des fois et tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas être capable de faire? Là-dessus, Charles m'a beaucoup surpris parce que je lui ai dit, moi, j'ai pas l'intention de checker avec les coms du parti avant que je pèse sur le bouton upload sur TikTok ou Instagram. Puis il m'a dit, confortable avec ça. Alors, ça montre, selon moi, qu'il y a une ouverture, justement, à donner un peu plus de place aux députés, donner un peu plus de place aux représentants élus des gens. C'est gothique comme move de sa part, là, d'aller chercher quelqu'un comme moi, justement, qui, si je voulais, avec mon bouton upload, je pourrais faire vraiment, si je décide que je pars complètement de façon folle, je le ferais pas parce que c'est contraire à mes valeurs.
Mais ça montre, je pense, que justement, il y a du courage, là. Ouais. Puis moi, je suis prêt à travailler avec des gens qui sont courageux, même s'ils sont pas d'accord avec moi sur tout. T'sais, ça veut dire, OK, il y a de la marge pour jouer, puis on peut vraiment faire de quoi. Il y a une ouverture. Il est quand même pas vieux aussi, puis je pense qu'il a compris l'impact, l'importance des réseaux sociaux. Malgré tout, bon, il y a des gens qui te critiquent, mais il y a des gens qui te louangent aussi. J'ai vu sur Reddit beaucoup de personnes qui saluent tes qualités. Bon, je connais Farnell, j'ai fait mon droit à McGill avec lui. Donc, il y a quand même des gens qui vont voter pour la personne, j'ai l'impression, ou du moins qui je sais pas si c'est des électeurs dans ta encouragent les gens. Oui, idéalement dans ta toujours ça la question. Là, c'est bien beau si je me fais adorer par des gens qui habitent partout sauf chez moi. C'est moins bon. Ça serait pas gagné. Ça revient quand même souvent que tu aurais pu te présenter dans QS. On dirait que les gens s'attendaient à ça, puis j'avoue que je l'ai quand même vu beaucoup. Puis dans ton parcours, t'étais plus, surtout, en tout cas, les premiers temps que je te suivais, je te sentais très, 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 très gauche, là, genre QS. Là. Fait que est-ce que tu t'as surpris un peu avec ça, peut-être? Là? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont surpris. Puis, tu sais, je veux tout de suite dire, je veux pas faire campagne contre qui que ce soit. Je veux pas faire campagne contre QS. Il y a eu quand même une réflexion de mon bord là-dessus, mais c'est que, encore une fois, parce que j'ai vécu aux États-Unis, parce que j'ai vu qu'est-ce qui arrive, des groupes qui sont tellement campés sur des idéologies plutôt que sur du pragmatisme, des gens pour qui le mot compromis est devenu un mot laid, ça mène à une fracture, à une déchirure sociale que je vois venir. Puis c'est vraiment tough être obligé de dire à des gens, oui, je suis d'accord avec toi, mais le peuple, la population québécoise l'est pas encore. Quelque chose que René Lévesque disait dans son autobiographie qui m'a vraiment brûlé dans l'esprit, c'est un bon politicien, fondamentalement, c'est un guide. Tu peux être 10 pieds en avant du groupe puis dire « venez vers moi », mais tu peux pas être 200 pieds en avant du groupe et dire « venir vers moi ». Même si tu sais qu'on serait tellement mieux là-bas, le groupe te suit à peu près 10 pieds, puis là, on regarde, tout le monde est correct, OK, est-ce qu'on est encore confortable? On continue d'avancer. Et malheureusement, je crois que Québec solidaire a une structure interne qui lui empêche de faire cette espèce de travail de rapprochement-là dans le but de guider, dans le but de dire, OK, regardez, là, ça va bien, on va essayer un peu plus. Oui, OK, on n'est pas à l'objectif final, mais on est capable de faire les gains qu'on est capable de faire. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Là. Il y a plein d'élus, de députés de Québec solidaire qui ont parlé de sentiments très similaires à ça. Si je résume, c'était dans le fond une façon d'aller un peu trop vite à l'interne. Il y a des gens qui trouvent que de l'extérieur, c'est un parti qui va peut-être un peu trop vite. Pour les courants. C'est que c'est un parti qui ne cherche pas à bouger à la vitesse que l'ensemble du Québec est prêt à bouger. Les intentions sont nobles, c'est juste que si tu le fais trop vite, c'est comme un pendule, éventuellement ça swing de l'autre bord, puis ça fait mal à tout le monde. Il faut que tu le fasses de façon progressive. Je suis un progressiste pragmatique. On fait ce qu'on peut, on prend les gains qu'on peut avoir à mesure que les gens sont prêts, puis on leur montre que ça fonctionne, puis on fait un petit peu plus chaque fois. Crois-tu qu'on peut juste gouverner par pragmatisme? T'sais, on t'a un peu reproché d'être centriste, d'être passé d'un défenseur des notions de justice sociale à quelqu'un qui met les idées de la droite un peu sur, ben oui, c'est des idées différentes, tout ça. Est-ce que t'as pas le choix? Est-ce qu'il faut jouer un peu fessier pour faire de la politique? Dans une démocratie, c'est pas jouer fessier. Dans une démocratie, c'est pas être 200 pieds en avant d'où les gens sont, ou là où les gens sont prêts à aller. Et puis, il y a des gens pour qui c'est jamais suffisant, et je respecte ça, puis il y a des gens pour qui c'est toujours trop, puis je respecte ça aussi. Là. Il faut qu'on avance ensemble. Puis ça veut dire des fois faire des ouvertures aux gens qui sont pas tout à fait confortables, dire « OK, là, je comprends, là, tu veux pas aller 200 pieds en avant. Prends un pas avec nous. » Prends un autre. Puis les gains, ça va être des vrais gains parce que ça va être des gains qui sont stables. C'est pas des gains qui vont disparaître à partir du moment où ça swing de l'autre bord parce qu'il y a un backlash, parce qu'il y a eu un groupe de personnes qu'on a trop ignorées qui se sentent pas écoutées. T'sais. Mieux vaut un gain concret qui va être stable, qui va rester là, plutôt qu'un swing soudain qui va durer le temps de peut-être un gouvernement, peut-être un demi-mandat pour ensuite avoir quelqu'un d'autre qui vient dans l'autre direction totale. On te connaît depuis quelques années comme influenceur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des médias qui te présentent. C'est une espèce de mot qui a été inventé par les médias dans les dernières années. C'est pas mon mot préféré, mais ça serait quoi ton mot préféré? Moi, je dis toujours, là, si vous pouvez mettre en dessous de mon nom, tu sais, gars qui se parle dans son téléphone. Là, gars qui a pris un téléphone à un moment donné. Tu avais déjà dit ça, je pense, en entrevue à Pénélope. Moi, je suis juste quelqu'un qui a pris un sel à un moment donné puis qui a fait play. Bon, on te connaît pour ta vulgarisation de l'actualité sur les réseaux sociaux, de la politique aussi, pas mal. Est-ce que tu vas mettre un peu ça sur tu vas mettre
tu vas mettre tes réseaux à profit de ta campagne, mais j'imagine que tu vas mettre le reste un peu sur le hold en attendant. Non, j'ai l'intention de continuer. Okay. Je veux dire, ce qui m'anime à me présenter, fondamentalement, c'est pas incompatible avec ce qui m'a toujours animé à faire des capsules d'information. Je crois que la démocratie est mieux servie quand on comprend ce qui se passe. Et puis, pour moi, c'est pas incompatible aussi à vouloir agir. On a comme une espèce de barrière culturelle vraiment étrange où il dit tu peux soit commenter ou agir, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Ouais. Mais je veux dire, c'est bien beau commenter, c'est bien beau avoir toutes les opinions au monde, c'est bien beau parler, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un le fasse aussi. Puis je pense pas que décider que je veux le faire m'empêche d'en parler quand même. Est-ce que je peux te mettre devant une première contradiction dans ta carrière politique? Il y en a sûrement plus qu'une, vas-y fort. Je te cite en entrevue à Pénélope il y a une couple d'années. Tu venais d'être nommé une personne parmi les plus influentes de l'année par la presse. Tu disais, la politique, c'est pas juste se présenter pour être élu, c'est tout ce qu'on fait comme citoyen pour contribuer à sa société. Et là, récemment, au Devoir, tu dis, je crois que quelqu'un qui critique sans apporter des solutions, sans être au moins prêt à mettre la main à la pâte, c'est un peu hypocrite. Là, on dirait que avant, pour moi, tu faisais de la politique, puis toi-même, tu t'en réclamais. Moi, je vois pas une contradiction entre ces deux choses-là. C'est vrai que faire de la politique, c'est pas juste se présenter, puis t'es pas obligé de te présenter aux élections pour proposer des idées non plus. Là. Mais il y a une limite à un moment donné à ce que tu peux faire comme citoyen en politique. Là. De ce que je comprends, c'est que pour mettre la main à la pâte, de sauter sur l'arène, dans l'arène active, c'est la seule façon quand même. Pas la seule, mais c'est la façon que moi je veux prendre maintenant parce que je crois que c'est là que j'en suis. Les influenceurs comme toi, où elle explique, sont nés de la loi un peu C-18, qui bloque les nouvelles sur Meta, mais aussi d'un bris de confiance, je sens, avec du mousse, je suis dans le champ, mais entre les jeunes et les médias traditionnels. Je sais pas si je dirais bris de confiance, peut-être J'ai l'impression que beaucoup des médias institutionnels ont peut-être été un peu lents à réaliser qu'il y avait un nouveau médium maintenant. Quand les médias institutionnels ont investi la télé, ils l'ont fait super vite. Puis les médias sociaux, ils ont été plutôt lents. Oui, puis moi, je suis de ceux qui saluent ces initiatives-là parce que c'est une façon, de toute évidence, d'aller chercher les jeunes. Dans le cas d'elle explique, ça fonctionne. Mais là, tu te lances dans une course politique, puis elle explique, elle revendique moins son statut de journaliste ou plus du tout. Parce qu'elle est fait reprocher risque de manque d'impartialité avec les nombreuses commandites. Je pense qu'elle ne revendique plus le titre de journaliste. Non, exact. Elle a comme fait un coming out de, mais elle rejoint quand même des jeunes et tout ça. Mais est-ce que tu sens qu'on a déjà plafonné les limites de l'info-influenceur ou le vulgarisateur comme ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est voué à beaucoup évoluer. Puis déjà, ça commence. Je veux dire, quand moi, j'ai commencé, la presse, Le Devoir, Radio-Canada avait aucune présence sur TikTok, sur Instagram. Puis moi, j'ai commencé avant ces 18. Là. Puis maintenant, c'est sûr que sur Instagram, c'est un peu plus limité. Mais même sur Instagram, il y a beaucoup Radio-Canada republie des segments d'entrevues sur Instagram maintenant. Je pense qu'on est voué à beaucoup plus une intégration. Puis c'est une intégration qui va continuer à évoluer. Les codes qui ont été développés par des info-influenceurs comme moi, comme Alexandre, comme Lambert, comme plein d'autres personnes qui faisaient ça aussi avant, commencent maintenant de plus en plus à être adoptés par des institutions journalistiques. Je pense que c'est une super belle chose. J'ai l'impression que ça va continuer à se développer, ça. Tu as déjà déclaré à Marie-Louise Arsenault à Tout peut arriver. D'ailleurs, j'étais autour de la table cette fois-là. Que tu recevais beaucoup de commentaires du genre « Une chance que Farnell est là pour nous expliquer des choses. On a confiance en lui. C'est le seul à qui on a confiance. » Et j'avais trouvé que tu avais été honnête. Tu avais dit « Ça me terrifie parce que moi, j'ai pas de code de déontologie, pas de recherchiste. Personne vérifie mon travail, mais les gens te donnent le bon Dieu sans confession sur les réseaux sociaux. » Mais juste depuis cette entrevue-là, ça a beaucoup évolué. Quand on a fait cette entrevue-là, la presse n'avait pas de présence sur TikTok ou Instagram. Radio-Canada en avait très peu. Le Devoir, il n'était pas. Puis maintenant, depuis, ils sont là. Alors, je suis content de cette évolution-là. Es-tu inquiet quand même de cette espèce de, le blocage des nouvelles, tout ça? Moi, mon fils, là, il a 18 ans, puis il pense quand même assez au premier degré que Netanyahou, excusez, c'est peut-être un clone parce qu'il a été tué dans une attaque. Mais tu sais, moi, j'ai beau l'astiner régulièrement. Mais c'est pas un ticoun, là. Il est intelligent, mais il pense des affaires de même parce que dans son monde d'algorithmes, il n'y en a pas, la presse. Il n'y a pas des vrais médias traditionnels. Il faut absolument que les institutions journalistiques soient là où les gens consomment leur information. Puis ça, de plus en plus, c'est les médias sociaux. Oui, c'est 18, je crois, était une grosse erreur et est encore une erreur.
Est-ce que tu t'attendais à... Il y a beaucoup de critiques sur ton compte aussi, dans ton soir politique ou tout ça, puis je sais que tu réponds. Des fois, mais tu réponds, t'expliques et tout ça. Est-ce que tu t'attendais à ça ou est-ce que tu as été... Je m'y attendais. Okay. Oui, je m'attendais, je veux dire, c'est pas mon premier rodéo, là, ça fait 5 ans que je fais des médias sociaux. Je m'attendais à tout genre de commentaires. Et je les prends avec respect. La plupart du temps, peut-être que le commentaire utilise des mots qui sont un peu désobligeants, mais l'émotion derrière est légitime, puis c'est correct de l'exprimer. Il y a aussi un enjeu qui est que l'harcèlement en ligne des politiciens est un fléau qui fait mal à l'ensemble de notre démocratie, tout parti confondu. Alors, une des premières choses que j'ai dit, c'est moi... si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous voulez m'expliquer pourquoi, je vais être content de recevoir votre point de vue. Si vous m'envoyez chier, si vous me dites de manger de la merde, si vous faites ça aux autres, ça ne passera pas, je vais l'effacer. Moi, je suis capable de le prendre. Là. Ça fait 5 ans qu'on m'envoie chier sur Internet. Mais permettre ça chez moi, implicitement, ça le permet chez les autres, puis ça fait mal à tout le monde. Je veux pas ça. On dirait que c'est l'âge d'or des réseaux sociaux aussi, qui sont rendus à 18-19 ans. Fait qu'on a perdu un peu une candeur des débuts des réseaux sociaux. On était tous un peu soft. Là, quand tu vois sur Facebook ton souvenir de ce jour-là, on est passé de ça à... Puis là, je sais qu'on a galvaudé le terme polarisation, mais il y a quand même des extrêmes des deux côtés maintenant qui ont un peu je veux dire, c'est un mécanisme qui peut se ressembler, l'extrême droite, l'extrême gauche. Au bout du compte, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Je ne veux pas faire de fausse équivalence non plus. Là. Je pense qu'entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il y en a un qui est beaucoup plus nocif que l'autre. Puis c'est l'extrême droite, je veux être clair là-dessus. Mais pour moi, ça revient un peu à l'idée qu'il faut qu'on soit capable de mettre de l'eau dans notre vin tout le monde, parce que sinon on n'en fera pas des gains. Tout ce qu'on va faire, c'est se déchirer entre nous. C'est ça, c'est que dans le sens, même si j'épouse les idées de la gauche davantage que les idées de la droite, c'est cette fracture-là qu'il y a un peu avec le monde là, qui sont aux antipodes. Tu as mentionné dans un podcast, Prends un break, que le wokisme est une belle distraction. Dans quel sens? Le mot woke est rendu juste quelque chose que tu lances juste pour dire, toi, tu es quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, que j'identifie en étant à gauche à moi, qui est particulièrement primé par des gens qui s'identifient à la droite. Je mets au défi 5 personnes qui utilisent ce terme-là à le définir, puis après ça, de comparer leur définition, puis je pense qu'ils vont être bien surpris. C'est rendu juste un mot que tu utilises pour fermer la trappe de quelqu'un d'autre en disant « Tu fais pas partie de ma gang, puis je t'aime pas. » Puis c'est même rendu une insulte. Oui, c'est ça. C'est rendu ridicule. Là, quand le premier ministre traite un autre député de maudit woke, il n'a pas dit maudit, il traite un autre député de woke pour essayer de le discréditer, je veux dire, le mot veut plus rien dire. C'est l'idéologie en arrière. À l'origine, c'était un mot qui voulait dire quelqu'un qui est éveillé. Réveillé, ça vient du mot awake. Puis, dans le sens réveillé aux injustices qui existent un peu partout, qui font en sorte que c'est pas juste le résultat d'une responsabilité individuelle si on va avoir des solutions à nos problèmes sociaux. J'ai lu quelque part que tu modérais jusqu'à tout récemment un sub sur Reddit. Oui, Air Québec. Air Québec? Je modérais, ça faisait quasiment 1 an et demi que j'étais vraiment pas très actif, mais oui, j'étais encore parmi les modérateurs officiels. Qui compte 219 000 abonnés, qui étaient les mangeurs de brownies récemment. Je sais pas si ça a été ajouté. Il faut comprendre, là, c'est l'Internet, puis c'est un forum anonyme ça vole pas toujours haut. Tu as arrêté ça récemment. Quand même, Reddit, quel rôle, selon toi, ça joue dans notre écosystème médiatique à l'heure actuelle? Ça dépend beaucoup des différents subreddits. Pour ceux qui connaissent pas ça, un subreddit, c'est comme Reddit, c'est comme un gros site web de forums, puis tu as plein de petits forums de discussion entre eux. Ça dépend beaucoup des différents forums, mais c'est beaucoup des chambres à écho, je pense. C'est les gens qui se rassemblent là parce que justement, c'est un peu le Far West en termes de codes sociaux, et puis parce que c'est très anonyme aussi. C'est une place où les gens vont peut-être se délier la langue ou les doigts d'une façon qu'ils ne le feraient pas dans un espace un peu plus humain. Ce qui fait que dès que tu as un petit groupe qui devient un petit peu majoritaire, les autres se font vite... En anglais, on dit gang up. L'effet éventuel, c'est que ça devient des chambres à écho plutôt polarisantes. Mais c'est quand même, je veux dire, il y a eu des super belles discussions que j'ai eues de bonne foi avec des gens là-bas que j'apprécie beaucoup aussi. As-tu l'impression que ça devient de moins en moins underground? J'ai l'impression, moi, qu'il y a de plus en plus même probablement des gens politiques, beaucoup des médias, ça je le sais,
Donc, les gens fréquentent des channels comme Causerie pour avoir toutes sortes de rumeurs sur tout. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont suivre ça pour essayer de se trouver de l'inspiration pour des articles, des fois. Tu sais, donc, il y a beaucoup de potins, de rumeurs. Il y a du potinage, des rumeurs. Hey, il y en a eu sur moi, d'ailleurs, ce qui me fait toujours un peu rire. Je te confirme, il y en a sur toi. C'est correct. Là. C'est une espèce de c'est encore... C'est pas underground, c'est quand même, je veux dire, 200 quelques mille abonnés, c'est énorme. Là. Ça fait partie d'un... C'est comme un petite enclave d'écosystème Internet de Québec. Je dirais pas que t'es un polémiste, mais t'es quelqu'un quand même qui est actif puis qui a une liberté de parole sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu dors très bien? Toi, t'es sur Reddit, tu dors bien, t'es pas roulé en boule? J'ai rien effacé, c'est ça ta question. J'ai pas fait le ménage, comme des fois disent. Là. J'ai pas effacé d'anciens commentaires, rien. Je veux dire, je fais confiance à l'intelligence des gens. Et j'ai fait 20 ans que je suis sur Internet. Là. C'est clair que j'ai changé d'idée sur plein de sujets depuis. Je fais confiance aussi au fait que les gens vont être capables d'aller voir le contexte puis comprendre. C'est super facile de sortir une phrase, une citation hors contexte, me faire paraître pour tout et son inverse. Mais je pense que, surtout que la plupart de mes interventions, c'est des capsules de 1 à 3 minutes. Là. Ouais. Je pense que le commun des mortels a l'intelligence pour aller voir ce que j'ai dit sans être obligé de croire sur parole quelque chose qui va être pris hors contexte. Alors, j'ai pas fait de ménage, puis je fais confiance au monde. Tu as plus de 119 000 abonnés sur TikTok, 50 000 sur Instagram. À l'heure où la joute politique se transporte beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sens, toi ou ton parti, que tu pars avec une longueur d'avance? Il y a 3 choses qu'il ne faut pas confondre, c'est ce que j'ai réalisé. La première, c'est la portée. Ça, c'est le nombre de personnes que tu rejoins. À l'intérieur de ça, il y a la sympathie. Ça, c'est le nombre de personnes qui sont sympathiques envers toi, qui disent « Ah ouais, lui, c'est correct, je l'aime. » Et à l'intérieur de la sympathie, il y a les appuis. Mm-hmm. Et puis, je sais exactement c'est quoi ma portée, j'ai les chiffres très précis. J'ai une idée approximative de c'est quoi ma sympathie, elle est plutôt bonne à l'intérieur de ma portée, puis je suis super, super reconnaissant des gens pour ça. C'est un honneur avoir cette confiance-là. Qu'est-ce que j'ai comme appui à l'intérieur de ça? J'ai jamais testé. Je sais vraiment pas. Et puis, je le prends pas du tout pour acquis. Alors, je pense pas que quelqu'un qui a énormément de portée sur les médias sociaux l'a nécessairement plus facile que n'importe qui d'autre. C'est intéressant parce que, évidemment, comme tu le disais tantôt, c'est circonscrit. Toi, il faut que ça soit dans ton comté. Je veux dire, si j'ai énormément d'appui à l'extérieur de où je me présente, ça vaut pas grand-chose pour moi. Ça va peut-être aider le parti ailleurs, mais je veux dire, moi, je veux être élu dans Tachereau, je veux représenter les gens du centre-ville de Québec. Mais ça peut mousser ta propre notoriété à l'intérieur même de c'est le genre de choses qu'une fois élu va m'être vraiment utile parce que ça m'amène un certain capital politique que je peux après ça utiliser pour justement me tisser d'alliances, me tisser de liens. Tu sais, quelqu'un qui a une grande portée va être capable d'aider ses alliés politiques ailleurs et en échange les rallier un peu plus à ses causes. Ça fait partie des discussions, des négociations qui sont pas, c'est pas des espèces de ratourage d'arrière-scène. Là. C'est normal que la politique se fasse par des discussions, par des compromis, par des ententes et le plus une personne a ou a pas de son propre capital politique, le plus il est capable de tirer un peu plus l'épingle de son bord. Clair. À ton sens, selon toi, est-ce que les politiciens utilisent mal leur plateforme? Il y en a qui l'utilisent super bien, il y en a qui l'utilisent très mal. Ça varie beaucoup. Un exemple de chaque? Quelqu'un qui l'utilise très bien... la mairesse de Longueuil. Oui. Je veux dire... elle a compris Internet. Selon moi, je crois que c'est un cas d'étude en comment bien utiliser les médias sociaux en étant élue. Catherine Fournier, je veux dire, ça paraît dans son âge aussi. Là, elle est dans ce monde-là aussi, ça se voit. Super bon exemple, selon moi, de quelqu'un qui l'utilise vraiment, vraiment bien. Bien d'accord. Quelqu'un qui l'utilise plutôt mal, je dirais pas mal l'ensemble du Conseil des ministres actuels. Probablement en partie parce qu'ils ont une espèce de politique interne de pas utiliser TikTok ou à peu près pas. Eux, c'est parce qu'ils font des affaires en groupe, ils chantent une chanson en gang. C'est eux, ils le traitent encore comme si c'était de la télévision. Puis fondamentalement, c'est pas juste les médias sociaux, c'est pas juste une télévision que tu as dans ta poche. Ton téléphone, il y a aussi un micro, puis il y a aussi un clavier, puis tu peux répondre. C'est supposé être beaucoup plus interactif, puis ils le traitent encore comme si c'était
comme s'ils étaient eux sur un podium devant une foule, quand en réalité, les médias sociaux, tu fais partie de la foule, puis il faut que tu traites les autres personnes avec un respect d'égal, comme ça. Je les aime bien, QS, mais leur game TikTok aussi, des fois, je suis comme les petits sketchs. Là, c'est ça, tu sais, c'est eux, ils ont une attitude, ils ont encore une attitude, je trouve, puis c'est pas vrai pour tout le monde, mais généralement, ils ont une attitude que, tu sais, les médias sociaux, c'est pour les jeunes. C'est yo les jeunes. Infantilisant un peu. C'est ça. Moi, je les vois à mes stats, là, à peu près la moitié des gens qui m'écoutent ont entre 25 et 45 ans. Tu peux pas les traiter comme si c'était des ados. Non. Ça, c'est oui, bravo. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas impossible, mais j'imagine mal quelqu'un qui le ferait de façon efficace sans les médias sociaux. T'sais, les médias sociaux, c'est maintenant la façon de rejoindre directement les gens sans passer par le filtre d'une institution. Puis c'est un outil hyper puissant pour ça. Toi, bon, tu te fais ramasser des fois, ben, tu es capable d'en prendre, c'est pas ton premier rodéo. Tu disais, c'est quoi ton avis sur le traitement subi par les femmes qui est quand même pas qui est très différent du tien? On va pas te ramasser sur ton physique ou. Je l'ai fait pour le fun, demander à mes collègues féminines sur les médias sociaux, montre-moi c'est quoi quel genre de commentaires tu reçois. Puis c'est pas des gens qui font des choses comme moi, là, rien de polarisant. Dans l'information, oui, une position personnelle assumée, mais c'est pas des radicaux. Alexandre, elle doit passer au cash. Je regarde le message privé, tu sais. C'est Moi, le nombre de commentaires que j'ai reçus sur mon apparence dans toute ma vie, il y en a peut-être 5. Eux, c'est 25 par jour, puis c'est jamais gentil. Puis des menaces de toutes sortes de violences sexuelles, des menaces de violences physiques, juste parce que c'est des femmes. Ou, je veux dire, je l'ai vu aussi pour mes collègues qui sont arabes ou noirs ou qui sont pas blancs comme moi, immédiatement c'est un point d'attaque. C'est beaucoup pire pour eux, puis ça c'est un autre gros problème, je sais pas c'est quoi la solution là-dessus. Oui, puis on a vu beaucoup de femmes quitter la politique, celle de la mairesse de Gatineau et Némite, il y en a un paquet à cause de ça. T'as 38 ans, t'as étudié pour devenir ingénieur comme ton père avant de bifurquer vers le droit. T'as travaillé à New York au sein d'un cabinet en droit des affaires. Tu pratiques plus, là? Non, je pratique plus. Depuis le 1er janvier, j'ai pas renouvelé mon contrat. Je travaillais à distance à contrat pour le même cabinet à New York jusqu'au 1er janvier. OK. Fait que tu pouvais-tu vivre avec ton statut d'influenceur? T'étais-tu tirais des revenus intéressants avec ça? Ouais, je tirais des revenus. Là, évidemment, les contrats se sont un peu rendus... Puis je m'y attendais. Je veux dire, une fois, quand tu te présentes de façon partisane, il y a beaucoup de gens qui sont un peu moins confortables avec ça. Ça fait partie de notre culture, je comprends ça. Mais oui, je pouvais en vivre. Oui. T'es pas... je suis ton contenu depuis longtemps. Tu parles beaucoup de l'actualité et tout ça, mais t'es pas dans le 7 jours en train de parler de ton enfance et tout ça. T'as eu quel genre de jeunesse à Québec? J'ai une excellente jeunesse. Okay. J'ai encore de très bons parents. Je souhaiterais ma jeunesse à tout le monde. Tu as une éducation bilingue, j'ai entendu dire, parce que ton père est anglophone? Ma mère, je viens d'une famille d'ascendance irlandaise. C'est Farnell, sono-irlandais. Ouais. Alors oui, j'ai fait mon primaire, mon secondaire en anglais, à Québec. Okay. C'est toute petite communauté anglophone à Québec, mais elle existe. Ouais. C'est toutes des gens qui... Je dis souvent, c'est une minorité invisible, parce que c'est toutes des gens qui parlent français comme moi. T'es à Québec, t'as pas le choix. Là. Ouais. Et puis, ça faisait partie de mon enfance. Puis, dans le fond, ça parlait quoi? Anglais, français chez vous? Les deux. Ça parlait... Mon père a appris l'anglais à peu près en même temps que moi et ma sœur. Alors, ça parlait les deux langues dépendant. Moi et ma sœur, entre nous, j'ai quand même réalisé, on s'est développé quasiment un propre dialecte de franglais des fois, là, parce qu'on a appris les deux. Mais ouais, ça parlait les deux langues. On va rentrer dans une campagne, ça va être le festival de... Bon, ben, toi, les libéraux vont accuser le PQ de vouloir séparer, puis on le voit déjà venir. Là. Les Français vont être les champions de la culture puis de la langue française. Les gens, le PQ va reprocher aux libéraux que, bon, vous avez des comtés anglophones, puis les gens, le français, c'est pas important pour vous. Le français, la culture québécoise, pour toi? Ben, c'est pour ça qu'on fait ça. Oui, la défense du français, c'est un fait essentiel, c'est un fait existentiel. Je pense, par exemple, qu'il y a beaucoup de travail à faire à Montréal, puis j'ai l'impression qu'une des mauvaises approches, c'est d'essayer de faire des politiques qui sont identiques partout au Québec, quand les réalités linguistiques, les menaces linguistiques sont pas les mêmes partout. On peut pas avoir une politique linguistique qui est la même à Montréal qu'en Beauce. Parce que les réalités sont pas les mêmes. Et puis essayer de tout mettre dans le même espèce de fourre-trou, ça marche pas. Et je pense qu'il faut faire des démarches beaucoup plus sérieuses pour Montréal.
et donner un peu plus de flexibilité pour, mettons, une start-up en Beauce qui utilise un nouveau logiciel qui n'existe même pas encore en français. Des fois, j'ai l'impression que parce que tu peux pas avoir du service en français sur la rue Crescent, on va adopter des lois qui vont rendre ça vraiment plus difficile pour une compagnie de technologie en Gaspésie d'essayer de faire affaire avec le reste de la planète. C'est un espèce de non-sens. Il faut travailler de façon beaucoup plus ciblée là où les problèmes sont, sans essayer d'y aller avec un 2x4 qui fait la même chose mur à mur pour tout le monde. Mais essayer de faire la même chose pour tout le monde, ça donne un résultat où là où ça va mal, les mesures sont pas suffisantes. Puis là où ça va bien, les mesures ont un effet un peu néfaste ailleurs qui sont pas nécessaires. Tu commences ta campagne, on va apprendre des choses sur toi un peu plus, on va t'humaniser. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur toi? Comme tu sais, Charles Milliard, la lutte, c'était bon. Toi, ça va être quoi, toi, ton... C'est drôle, moi aussi, j'aime la lutte. Je veux dire, ça sort de où? Tout le monde semble aimer la lutte, puis personne n'en parlait. C'est comme si c'était le gros tabou de partout. Je veux dire, moi, j'adore la NSPW. C'est peut-être un prérequis dans les nouveaux libéraux. Je sais pas, là. Non, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, à savoir sur moi, éventuellement, les gens vont réaliser que je joue de la cornemuse. Puis il y a des vidéos de moi qui jouent de la cornemuse sur Internet. Là, avec un kilt, puis tout. Avec un kilt, puis tout. Là, il y a des gens qui vont capoter, mais je faisais partie d'un groupe écossais historique. Alors, je suis en uniforme britannique des années 1700, là, parce que c'est ça, le groupe culturel. Il y a des traces de ça sur le web? Oui, comme je dis, j'ai rien enlevé. C'est vrai, en dessous du kilt, ça? C'est une légende urbaine. Ah, ça, moi, écoute, c'est à moins que tu sois prêt à me dire qu'est-ce que t'as comme bobette maintenant, je te dirais pas ce que j'avais comme bobette en dessous. J'en porte peut-être pas. J'en portais peut-être pas non plus. Aïe. Complètement commando sous son kilt. OK, ça, c'est un bon... oui, mais on dirait que ça fit. C'est très... je t'imagine jouer de la cornemuse. Non, mais j'aime beaucoup la musique, puis j'ai joué à plusieurs instruments, puis je fais encore de la musique, mais ça, c'est quelque chose que je garde pour ma vie privée. Là. Ton band québécois préféré ou groupe ou artiste? Ah! T'as le choix. Faut que tu réponds à toutes ces affaires-là. Ton film québécois. Moi, je te dirais, quand j'ai vraiment besoin d'un bon, comme une espèce de boost d'énergie, c'est généralement du loud. Okay. Toutes les femmes savent danser, là. Que j'adore cette chanson-là. Okay. Jamais de la vie aussi. C'est deux bonnes tunes que j'aime beaucoup. Okay. Un de mes bons amis, c'est Ogden Rujanovic, alias Robert Nelson à La Claire Ensemble. Alors, c'est sûr que ça aussi, c'est sur ma playlist à quelque part. Mais pour moi, c'est dans cet ordre d'idées-là. Parfait. Ta campagne est commencée? Ou là, c'est en octobre? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Tu fais pas du porte-à-porte. Non. Puis je veux pas écœurer le monde. Puis surtout, tu sais, les gens s'attendent à avoir des politiciens qui les ont écoutés avant d'arriver avec des espèces de solutions pré-mâchées, pré-cuites. Là, puis j'ai l'intention de faire ça en premier. Là, t'es en mode écoute. Je suis en mode écoute. Je veux dire, il y a beaucoup d'idées que je caresse, que je développe depuis longtemps, des idées de nature économique qui vont avoir, j'espère, un impact social, un impact communautaire super important. Tu sais, je pense que le financement des organismes communautaires, c'est super important. Puis présentement, on a une espèce de paradigme de financement qui ça doit venir du gouvernement, ce qui fait que les organismes communautaires sont un peu obligés de vivre à la merci du politicien qui veut couper un ruban. Là, je pense que du financement à la mission, c'est super important, mais trouver d'autres façons de permettre à ces organisations-là de ne plus être dépendants des aléas politiques, c'est super important aussi. Alors, tu sais, je suis en train d'avoir plusieurs discussions avec des gens dans ce monde-là, mais là, c'est une phase, puis je pense que tous les politiciens sont dans cette phase-là. C'est une phase où on développe exactement c'est quoi qu'on va proposer, puis les propositions vont venir, et c'est normal qu'ils ne soient pas là tout de suite. Je sais qu'il y a bien des gens qui critiquent il n'y a pas d'idée, mais non, c'est pas vrai. C'est qu'on est en train de les développer. On a des valeurs, des principes, mais comment les appliquer exactement? Il faut parler aux gens pour ça. Tu ne veux pas saouler les gens. Il est trop tôt. Merci, Fernel, d'être passé. Bonne campagne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.